La liberté intérieure et les pensées illimitées. La liberté intérieure est un concept profond qui désigne la capacité à se libérer des contraintes mentales, émotionnelles ou sociales pour agir et penser en accord avec ses valeurs, ses désirs et sa conscience. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures, mais plutôt de notre rapport à nous-mêmes et au monde. Être libre ne signifie pas contrôler tout ce qui nous arrive. Être libre signifie ne plus laisser chaque événement décider entièrement de ce que nous devenons. L'esprit libre continue d'apprendre lorsque d'autres renoncent. Il continue d'espérer lorsque tout semble fermé. Il continue de créer lorsque les ressources paraissent limitées. Il continue de chercher du sens même dans les périodes les plus difficiles. Voilà pourquoi la liberté intérieure est probablement la forme de liberté la plus précieuse. Elle accompagne l'être humain partout. Personne ne peut nous la donner, et personne ne peut nous l'enlever. Nous pouvons seulement apprendre à la développer. La liberté n'est pas un lieu où l'on arrive une fois pour toutes. Elle est une manière de marcher, une manière de regarder, une manière de créer, et une manière d'être. La véritable liberté ne commence pas lorsque le monde change. Elle commence lorsque notre manière de penser change. La liberté intérieure ne consiste pas à devenir parfait. Elle consiste à revenir, encore et encore, vers ce que nous voulons profondément incarner. Introduction. La plupart des êtres humains vivent dans une prison invisible. Depuis toujours, l'être humain poursuit un idéal qui semble universel, celui de la liberté. Il aspire à vivre selon ses propres choix, à penser par lui-même, à aimer sans contrainte, à créer, à explorer, à bâtir son destin. Les peuples ont traversé les siècles pour conquérir cette liberté. Des révolutions ont éclaté, des empires se sont effondrés, des femmes et des hommes ont sacrifié leur vie pour défendre ce droit fondamental. C'est que la véritable liberté ne se trouve pas dans les circonstances de la vie, mais dans la relation que nous entretenons avec nos propres pensées. Elle se trouve dans la capacité à ne pas être esclave de nos peurs, de nos habitudes mentales, de nos croyances limitantes, du jugement des autres, et même de notre propre histoire. Aujourd'hui, dans de nombreuses régions du monde, chacun peut choisir son métier, voyager, exprimer ses opinions, créer une entreprise, changer de ville, apprendre de nouvelles compétences ou transformer sa vie. Jamais dans l'histoire de l'humanité autant de possibilités n'ont été offertes à un si grand nombre de personnes. Pourtant, un paradoxe demeure. Malgré cette liberté apparente, des millions d'êtres humains vivent dans l'angoisse, le doute, la frustration ou la peur. Beaucoup se sentent enfermés dans une existence qu'ils n'ont pas réellement choisie. Ils répètent les mêmes habitudes, revivent les mêmes émotions, rencontrent les mêmes difficultés et ont l'impression que leur vie tourne en cercle. Si nous sommes libres extérieurement, pourquoi sommes-nous si nombreux à nous sentir prisonniers intérieurement ? Cette question mérite toute notre attention, car elle touche à l'essence même de notre existence. La vérité est que la prison la plus difficile à reconnaître n'est pas construite avec des murs de pierre ou des barreaux d'acier. Elle est silencieuse, invisible, et elle accompagne chacun de nos gestes sans que nous en ayons toujours conscience. Cette prison est mentale. Elle est faite de pensées répétitives, de croyances anciennes, de peurs héritées, de jugements, de conditionnements et de certitudes que nous n'avons parfois jamais remises en question. Le plus étonnant est que cette prison ne nous est généralement pas imposée par les autres. Bien souvent, nous contribuons nous-mêmes à la renforcer, jour après jour, simplement parce que notre esprit fonctionne selon des automatismes. Chaque pensée répétée devient un chemin familier. Chaque émotion entretenue creuse un peu plus ce chemin. À force de marcher toujours dans la même direction, nous finissons par croire qu'il n'en existe aucune autre. Nous appelons cela la réalité. Pourtant, ce que nous appelons notre réalité est souvent une interprétation de notre esprit bien plus qu'une description fidèle du monde. Deux personnes peuvent vivre exactement le même événement et en tirer des conclusions totalement opposées. L'une y verra une catastrophe, l'autre une opportunité. L'une abandonnera, l'autre persévérera.
L'une développera la peur, l'autre la confiance. Le monde extérieur est identique. Seule leur manière de penser diffère. La liberté intérieure n'est pas un privilège réservé à quelques sages vivant au sommet d'une montagne. Elle n'est pas davantage un don mystérieux accordé à une minorité d'individus exceptionnellement talentueux. Elle constitue un potentiel présent en chacun de nous. Encore faut-il apprendre à le reconnaître. Pendant des siècles, les plus grands philosophes, les maîtres spirituels, les scientifiques, les psychologues et les penseurs ont tenté de comprendre le fonctionnement de l'esprit humain. Tous, malgré leurs différences, convergent vers une intuition profonde. L'être humain possède une capacité extraordinaire à transformer son expérience de la réalité en transformant sa manière de penser. Cette idée n'est pas une simple théorie abstraite. Elle se vérifie chaque jour. Un même obstacle peut briser une personne et révéler la force d'une autre. Une même perte peut conduire au désespoir ou devenir le point de départ d'une renaissance. Une même difficulté peut enfermer ou libérer. La différence ne réside pas uniquement dans les circonstances. Elle réside dans la conscience. C'est pourquoi la véritable liberté ne dépend jamais uniquement des événements extérieurs. Elle naît dans notre monde intérieur. La liberté extérieure contre la liberté intérieure. Nous associons souvent la liberté à des éléments visibles. Posséder du temps, disposer d'argent, voyager où l'on souhaite, choisir son travail, exprimer ses opinions, vivre dans un pays démocratique. Toutes ces libertés sont précieuses et méritent d'être protégées. Mais elles demeurent incomplètes. Car une personne peut posséder toutes les libertés extérieures tout en restant prisonnière de son anxiété. Elle peut voyager à travers le monde tout en emportant partout ses peurs. Elle peut accumuler une immense fortune tout en vivant dans l'insécurité permanente. Elle peut être admirée de tous et continuer à douter profondément de sa propre valeur. À l'inverse, certaines personnes ayant connu l'adversité témoignent d'une paix intérieure remarquable. Elles ont découvert un espace de liberté que personne ne peut leur retirer. Cette liberté intérieure ne dépend ni de la richesse, ni du pouvoir, ni du statut social. Elle repose sur notre capacité à choisir la manière dont nous répondons aux événements. Entre ce qui nous arrive et notre réaction existe un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir. Plus cet espace s'élargit, plus notre liberté grandit. L'objectif de ce livre est précisément d'apprendre à agrandir cet espace intérieur. Nous croyons être libres alors que nous sommes gouvernés par nos pensées. Chaque jour, des dizaines de milliers de pensées traversent notre esprit. Certaines sont conscientes, la plupart ne le sont pas. Nous imaginons souvent être les auteurs de toutes ces pensées. Pourtant, une grande partie d'entre elles provient d'habitudes anciennes. Des phrases entendues pendant l'enfance, des croyances familiales, des expériences passées, des peurs transmises de génération en génération, des influences culturelles, des comparaisons permanentes, des informations absorbées sans réflexion. Peu à peu, cet ensemble devient une voix intérieure qui semble être la nôtre. Elle nous dit : tu n'es pas capable, tu es trop âgé, tu es trop jeune, ce n'est pas pour toi, les autres réussiront mieux que toi. À force d'entendre cette voix, nous cessons de la remettre en question. Nous lui obéissons. Ainsi, nos pensées dirigent nos émotions. Nos émotions influencent nos décisions. Nos décisions créent nos habitudes. Et nos habitudes façonnent notre destin. Le plus souvent, sans même que nous nous en rendions compte. La véritable liberté commence lorsque nous réalisons que nous ne sommes pas obligés de croire chacune de nos pensées. Nous pouvons les observer, les comprendre, les transformer, et parfois simplement les laisser passer. Les limites invisibles. Imaginez un éléphant attaché, lorsqu'il est petit, à une simple corde. Au début, il lutte avec toute sa force pour s'en libérer. Il tire, il résiste, il recommence. Mais il est encore trop faible.
Après de nombreux échecs, il abandonne. Les années passent, l'éléphant devient immense, sa puissance est désormais capable d'arracher un arbre entier. Pourtant, une simple corde suffit encore à le retenir. Non parce qu'elle est solide, mais parce que son esprit est convaincu qu'elle est impossible à rompre. Cette image illustre le fonctionnement de nombreuses limites humaines. Nos chaînes sont souvent invisibles. Elles sont faites de souvenirs, de croyances et de conclusions anciennes. Nous continuons parfois à vivre selon des règles qui ne correspondent plus à la réalité présente. Nous nous limitons sans même nous en apercevoir. Et lorsque nous affirmons « je ne peux pas », il serait souvent plus juste de dire « je crois que je ne peux pas ». La nuance est immense. Car une croyance peut être remplacée. Une réalité, non. L'origine de la véritable liberté. La véritable liberté ne consiste pas à contrôler le monde. Elle consiste à ne plus être contrôlé intérieurement par tout ce qui se produit autour de nous. Nous ne maîtrisons ni la météo, ni les décisions des autres, ni le passage du temps. En revanche, nous pouvons apprendre à cultiver une présence, une lucidité et une stabilité qui ne dépendent pas entièrement des circonstances. Cette liberté se construit progressivement. Elle naît de l'observation de soi. De la connaissance de son fonctionnement intérieur. Du courage d'abandonner les croyances qui limitent. De la volonté de choisir consciemment les pensées que nous entretenons. Elle ne promet pas une vie sans difficulté. Elle offre quelque chose de plus précieux, la capacité de traverser les difficultés sans perdre son équilibre intérieur. La puissance créatrice de l'esprit. Toutes les grandes réalisations humaines ont commencé par une pensée. Avant qu'une œuvre soit peinte, quelqu'un l'a imaginée. Avant qu'un livre soit écrit, quelqu'un l'a conçu dans son esprit. Avant qu'une invention transforme le monde, elle n'était qu'une idée presque invisible. Notre esprit possède cette faculté extraordinaire, il peut créer d'abord dans l'invisible avant que le visible ne prenne forme. Chaque projet, chaque relation, chaque décision importante naît dans le silence de la pensée. Mais cette puissance créatrice fonctionne dans les deux sens. Elle peut bâtir des possibilités ou entretenir des limites. Elle peut nourrir l'espérance ou renforcer la peur. Elle peut ouvrir des horizons immenses ou enfermer une personne dans un récit intérieur devenu trop étroit. Comprendre cette puissance, c'est reprendre progressivement la responsabilité de son univers mental. Cela ne signifie pas que tout dépend uniquement de nos pensées. La réalité est façonnée par de nombreux facteurs, nos actions, notre environnement, les autres, les circonstances et parfois le hasard. Cependant, nos pensées influencent profondément notre manière de percevoir ces facteurs, d'y répondre et d'orienter nos choix. Cette capacité à élargir notre regard, à remettre en question les limites que nous croyons définitives et à développer une liberté intérieure qui ne repose pas sur les circonstances, mais sur la qualité de notre conscience. Car la plus grande aventure n'est peut-être pas de conquérir le monde extérieur. La plus grande aventure consiste à découvrir cet espace immense qui existe déjà en nous. Un espace où les pensées cessent d'être des chaînes pour devenir des ailes. Et c'est dans cet espace que commence la véritable liberté. Chapitre 1. Les prisons invisibles de l'esprit. L'homme ne voit pas le monde tel qu'il est, il le voit tel qu'il est lui-même. Cette phrase résume l'un des plus grands mystères de l'existence humaine. Nous avons tendance à croire que notre regard sur le monde est objectif, que nos opinions sont le fruit d'une réflexion entièrement personnelle et que nos choix sont librement décidés. Pourtant, lorsque nous observons avec honnêteté le fonctionnement de notre esprit, une réalité étonnante apparaît, une grande partie de ce que nous pensons, ressentons et croyons ne nous appartient pas vraiment. Avant même notre naissance, notre histoire commence à s'écrire. Nous arrivons dans une famille, une culture, une époque, une société qui possède déjà leurs propres valeurs, leurs certitudes, leurs peurs et leurs habitudes. Nous grandissons entourés de mots, de gestes, de regards et de réactions qui façonnent progressivement notre manière de comprendre le monde.
Nous ne choisissons ni notre langue maternelle, ni les premières idées que nous entendons, ni les croyances qui circulent autour de nous. Pourtant, toutes ces influences s'inscrivent profondément dans notre mémoire. Elles deviennent peu à peu les fondations invisibles de notre personnalité. C'est ainsi que naissent les premières prisons de l'esprit. Elles ne possèdent ni mur ni cadenas. Elles sont faites de convictions silencieuses que nous ne remettons presque jamais en question. Le plus surprenant est que nous les appelons souvent la réalité. Pourtant, ce que nous considérons comme évident ne l'est pas toujours. Une personne élevée dans un environnement où l'on valorise l'audace développera naturellement davantage de confiance pour entreprendre. Une autre, ayant grandi dans un climat dominé par la peur de l'échec, hésitera longtemps avant de passer à l'action. Les circonstances extérieures peuvent être identiques. Les mondes intérieurs, eux, seront complètement différents. C'est pourquoi deux individus placés devant une même opportunité ne réagiront jamais exactement de la même manière. L'un dira « essayons ». L'autre répondra « c'est trop risqué ». Le premier ne possède pas nécessairement plus de talent. Il possède simplement une carte mentale différente. Tout au long de ce chapitre, nous allons explorer ces cartes invisibles qui orientent nos décisions sans que nous en ayons conscience. Car comprendre l'origine de nos limites constitue déjà un premier pas vers la liberté. Les croyances héritées. Peu de personnes réalisent à quel point leurs convictions sont le résultat d'un héritage. Lorsque nous étions enfants, notre cerveau fonctionnait comme une immense éponge. Nous observions tout. Nous enregistrions tout. Les paroles de nos parents, les réactions de nos enseignants, les conversations entendues, les émotions ressenties, les récompenses, les punitions, les encouragements ou les critiques formaient progressivement notre vision du monde. À cet âge, nous ne possédions pas encore les outils nécessaires pour analyser ou remettre en question ce que nous recevions. Si un adulte disait « l'argent est la source de tous les problèmes », cette phrase pouvait devenir une vérité intérieure. Si l'on répétait « dans notre famille », personne ne réussit vraiment, cette affirmation pouvait s'enraciner profondément dans notre identité. Ces croyances ne sont pas forcément exprimées avec des mots. Elles se transmettent aussi par les attitudes, les silences et les comportements. Un enfant qui voit constamment ses parents vivre dans l'inquiétude apprend inconsciemment que le monde est dangereux. Un autre qui grandit dans un environnement où l'on célèbre les initiatives retiendra que l'erreur fait partie de l'apprentissage. Ces programmes invisibles accompagnent ensuite l'adulte durant des décennies. Ils influencent ses relations, ils influencent son rapport au travail, ils influencent son estime de lui-même, ils influencent même les objectifs qu'il ose poursuivre. Certaines croyances sont bien sûr utiles. Elles développent le respect, la persévérance, la curiosité ou la solidarité. Elles constituent un héritage précieux qu'il convient de préserver. Mais d'autres deviennent des limites. Elles murmurent. Ce n'est pas pour toi. Tu n'es pas assez intelligent. Les rêves sont faits pour les autres. Ne prends pas de risques. Contente-toi de ce que tu as. À force d'être répétées, ces phrases cessent d'être perçues comme des opinions. Elles deviennent des certitudes. Pourtant, une croyance n'est pas un fait. Une croyance est une interprétation. Et toute interprétation peut évoluer. L'une des plus belles libertés offertes à l'être humain consiste précisément à examiner les idées qui dirigent sa vie. Cette démarche demande du courage, car remettre en question une croyance revient parfois à remettre en question toute une manière de vivre. Mais c'est aussi une source extraordinaire de croissance. Chaque fois que nous découvrons qu'une limite était uniquement mentale, un nouvel horizon s'ouvre devant nous. L'éducation, une force qui construit ou qui enferme. L'éducation est sans doute l'une des plus puissantes influences de notre existence. Elle nous apprend à parler, à lire, à compter, à comprendre le monde et à vivre avec les autres. Sans elle, aucune civilisation ne pourrait transmettre son savoir d'une génération à la suivante. Cependant,
toute éducation transmet également une certaine manière de voir la réalité. Chaque famille possède ses propres règles. Chaque école possède ses méthodes. Chaque société possède ses valeurs. Ces cadres sont nécessaires. Ils permettent de vivre ensemble et d'assurer une certaine stabilité. Mais lorsque ces cadres deviennent rigides, ils peuvent aussi limiter la créativité et l'élan intérieur. De nombreux enfants apprennent très tôt qu'il vaut mieux donner la bonne réponse que poser une question originale. Ils découvrent que l'erreur est parfois sanctionnée plutôt qu'utilisée comme une occasion d'apprendre. Peu à peu, ils associent la sécurité au conformisme et le risque à l'échec. En grandissant, beaucoup continuent alors à rechercher avant tout l'approbation des autres. Ils choisissent une carrière parce qu'elle est reconnue. Ils taisent leurs idées pour éviter les critiques. Ils renoncent à leurs aspirations les plus profondes afin de ne pas décevoir leur entourage. Sans s'en apercevoir, ils échangent leur liberté intérieure contre le sentiment d'être acceptés. Pourtant, les plus grandes découvertes de l'humanité sont souvent nées de personnes qui ont osé penser autrement. L'éducation la plus précieuse n'est donc pas celle qui nous apprend uniquement quoi penser, mais celle qui nous enseigne comment penser. Elle développe la curiosité, l'esprit critique, la créativité et la capacité à remettre en question nos propres certitudes. Car un esprit libre n'est pas un esprit qui rejette toute autorité. C'est un esprit qui reste vivant, ouvert et capable d'explorer de nouvelles possibilités. La véritable éducation ne construit pas des copies conformes. Elle révèle des consciences capables d'évoluer, de créer et d'apporter au monde quelque chose d'unique. Chapitre 2. Le pouvoir des pensées. Chaque réalité visible a commencé par une réalité invisible. Chaque action est née d'une idée. Chaque transformation est née d'une pensée. Si les prisons de l'esprit sont invisibles, leur origine l'est tout autant. Elles prennent naissance dans ce lieu silencieux où se forment nos pensées. Celles-ci apparaissent si naturellement que nous les remarquons à peine. Elles traversent notre esprit comme des nuages dans le ciel, parfois légères, parfois sombres, parfois répétitives. Pourtant, leur influence est immense. Nous avons souvent tendance à sous-estimer le pouvoir d'une simple pensée. Après tout, une pensée semble immatérielle. On ne peut ni la toucher, ni la mesurer directement, ni la voir. Elle paraît sans poids et sans conséquence. Et pourtant, tout ce qui existe aujourd'hui autour de nous, les villes, les livres, les œuvres d'art, les inventions, les entreprises, les découvertes scientifiques a commencé sous la forme d'une idée presque invisible. Avant qu'une cathédrale ne s'élève vers le ciel, quelqu'un l'a imaginé. Avant qu'un navire traverse les océans, quelqu'un a pensé qu'il était possible d'aller plus loin que l'horizon. Avant qu'un médecin découvre un traitement révolutionnaire, une question a émergé dans son esprit. Avant qu'un musicien compose une symphonie, les premières notes résonnaient déjà dans son imagination. Le monde visible est constamment précédé par un monde invisible. Il en va de même pour notre vie personnelle. Chaque décision que nous prenons est précédée d'une pensée. Chaque émotion est influencée par l'interprétation que notre esprit donne aux événements. Chaque habitude naît d'un dialogue intérieur qui se répète jusqu'à devenir automatique. Ainsi, nos pensées ne sont pas de simples visiteurs passagers. Elles constituent les architectes silencieux de notre existence. Cela ne signifie pas que chaque pensée se réalise automatiquement, comme si le monde obéissait instantanément à notre imagination. La réalité est plus complexe. Elle dépend également de nos actions, des circonstances, des autres personnes et d'une multitude de facteurs que nous ne contrôlons pas entièrement. Cependant, nos pensées influencent profondément notre manière d'agir, notre persévérance, notre confiance et notre capacité à reconnaître les opportunités. En ce sens, elles participent activement à la construction de notre avenir. Comprendre ce mécanisme est essentiel. Car si nos pensées contribuent à façonner notre vie, apprendre à les observer et à les orienter devient l'une des compétences les plus précieuses que nous puissions développer.
Chaque pensée construit une réalité. Imaginez deux voyageurs qui marchent côte à côte sur un même chemin. Le soleil se couche lentement. Le vent souffle doucement. Le paysage est identique pour tous les deux. Pourtant, l'un s'émerveille devant la beauté des couleurs du ciel. Il ressent de la gratitude, de la sérénité et un profond sentiment de paix. L'autre ne remarque presque rien. Son esprit est absorbé par ses inquiétudes. Il repense à une dispute récente, imagine les difficultés du lendemain et anticipe déjà des problèmes qui ne sont pas encore arrivés. Les deux voyageurs se trouvent exactement au même endroit. Ils vivent pourtant deux réalités totalement différentes. Pourquoi ? Parce que notre expérience du monde ne dépend pas uniquement de ce qui nous entoure. Elle dépend aussi de la manière dont notre esprit interprète ce qu'il perçoit. Notre cerveau ne reçoit jamais les événements de manière totalement neutre. Il leur attribue un sens. Il les compare à nos souvenirs, à nos attentes, à nos croyances et à nos émotions. Ce travail d'interprétation est si rapide que nous le confondons souvent avec la réalité elle-même. Ainsi, un simple regard peut être perçu comme un signe d'amitié ou comme une critique. Un silence peut devenir un moment de paix ou une preuve de rejet. Une difficulté peut apparaître comme une injustice ou comme une occasion d'apprendre. L'événement est le même. L'expérience vécue change complètement. C'est pourquoi deux personnes confrontées à une situation identique peuvent emprunter des chemins radicalement différents. L'une développera la résilience, l'autre abandonnera. L'une verra des possibilités, l'autre ne remarquera que les obstacles. Il ne s'agit pas d'ignorer les difficultés ou de prétendre que tout est toujours positif. Certaines épreuves sont profondément douloureuses et méritent d'être reconnues avec lucidité. Mais même dans ces moments, la manière dont nous choisissons progressivement de leur donner un sens peut influencer notre capacité à nous relever. Notre liberté ne réside pas toujours dans le choix des événements. Elle réside souvent dans le choix de notre réponse, et cette réponse commence par une pensée. Les neurosciences montrent que le cerveau est remarquablement adaptable. Cette propriété, appelée neuroplasticité, signifie que nos expériences, nos apprentissages et nos habitudes de pensée modifient progressivement les connexions entre les neurones. Plus une manière de penser est répétée, plus le cerveau la renforce, comme un sentier qui devient plus facile à emprunter à force d'être parcouru. Autrement dit, chaque pensée est comparable à une graine. Certaines graines produisent la confiance, d'autres nourrissent le doute. Certaines développent la créativité, d'autres renforcent la peur. Au début, la différence est presque invisible, mais avec le temps, ces graines deviennent des habitudes, puis des manières de vivre. Voilà pourquoi il est si important de porter attention à la qualité de notre dialogue intérieur. Car nous devenons peu à peu le reflet de ce que nous entretenons régulièrement dans notre esprit. Les pensées répétées deviennent des croyances. Une pensée isolée possède rarement un grand pouvoir. En revanche, une pensée répétée des centaines, voire des milliers de fois, finit par transformer notre perception de nous-mêmes et du monde. Imaginez un jardin. Si vous passez une seule fois sur une parcelle d'herbe, il ne se produira presque rien. Mais si vous empruntez exactement le même chemin chaque jour pendant plusieurs mois, un sentier apparaîtra naturellement. Le sol deviendra plus ferme, l'herbe disparaîtra, et le passage deviendra évident. Notre cerveau fonctionne de manière comparable. Chaque fois qu'une pensée revient, elle renforce les circuits neuronaux qui lui sont associés. Plus elle est répétée, plus elle devient familière. Et ce qui est familier finit souvent par nous sembler vrai, même lorsque cela ne repose sur aucune preuve solide. C'est ainsi que naissent les croyances. Une personne qui se répète constamment « je ne suis pas capable » finira souvent par éviter les situations où elle pourrait réussir. Non parce qu'elle manque nécessairement de compétences, mais parce que sa croyance influence ses choix, ses émotions et ses comportements. À l'inverse, une personne qui cultive progressivement l'idée
je peux apprendre, abordera les difficultés avec davantage de curiosité et de persévérance. La différence n'est pas uniquement une question de talent. Elle réside dans le récit intérieur que chacun entretient. Les croyances agissent comme des filtres, elles sélectionnent ce que nous remarquons, elles influencent ce que nous retenons et elles orientent les possibilités que nous jugeons accessibles. Lorsque nous croyons profondément qu'une porte est fermée, nous cessons souvent de chercher la clé. Pourtant, il arrive que cette porte n'ait jamais été verrouillée. C'est pourquoi il est essentiel d'examiner régulièrement nos croyances. Certaines nous protègent, nous encouragent et nous permettent de grandir. D'autres, au contraire, appartiennent au passé. Elles ont peut-être été utiles à un moment de notre vie, mais elles ne correspondent plus à la personne que nous sommes devenus. La liberté intérieure commence lorsque nous cessons de confondre nos croyances avec des vérités absolues. Nous découvrons alors que ce qui semblait être une frontière n'était parfois qu'une ligne tracée dans notre imagination. Et cette découverte ouvre un espace immense, celui du choix conscient. Chapitre 3. Les limites n'existent que dans l'esprit. La plus grande frontière que l'être humain ait à franchir n'est pas celle des océans, des montagnes ou des déserts. C'est celle qu'il a construite dans son propre esprit. Depuis notre enfance, nous avons appris à reconnaître les limites du monde physique. Nous savons qu'une pierre tombe sous l'effet de la gravité. Nous savons que notre corps possède des besoins, que le temps s'écoule dans une seule direction et que certaines contraintes sont bien réelles. Mais il existe un autre type de limites, beaucoup plus discret. Elles ne sont écrites dans aucune loi de la nature, elles ne figurent sur aucune carte, et elles n'apparaissent dans aucun paysage. Pourtant, elles influencent profondément notre manière de vivre. Ces limites sont mentales. Elles ne sont pas toujours fausses, mais elles sont souvent plus étroites que la réalité elle-même. Elles naissent de nos expériences, de nos croyances, de nos habitudes et des histoires que nous nous racontons. Peu à peu, elles deviennent si familières que nous cessons de les distinguer de la vérité. Nous ne disons plus « je crois que je ne peux pas ». Nous affirmons « je ne peux pas ». La nuance paraît minime. Elle est pourtant immense. Car une croyance peut évoluer. L'objectif de ce chapitre n'est pas de prétendre que tout est possible en toutes circonstances. Chacun possède des contraintes réelles, son histoire, son environnement, son corps, les événements de la vie. Ignorer ces réalités serait une illusion. En revanche, il est tout aussi illusoire de croire que toutes nos limites sont définitives. L'histoire de l'humanité montre exactement le contraire. À chaque époque, des femmes et des hommes ont repoussé des frontières que leurs contemporains considéraient comme infranchissables. Ils n'ont pas changé les lois de la nature. Ils ont changé leur manière de les comprendre. Et tout progrès commence ainsi. Les faux plafonds psychologiques. Imaginez une pièce dont le plafond est placé à 2 mètres de hauteur. Vous pouvez vous déplacer librement, mais jamais vous ne pourrez lever les bras au-delà de cette limite. Maintenant, imaginez une autre situation. Le véritable plafond se trouve à 5 mètres. Pourtant, quelqu'un vous persuade depuis toujours qu'il est à 2 mètres. Vous vivrez exactement comme si cette limite était réelle, vous ne tenterez jamais d'aller plus haut, vous adapterez vos gestes, vous réduirez vos ambitions, et vous organiserez votre existence autour d'une frontière qui n'existe pas. C'est ce que les psychologues appellent parfois un « faux plafond psychologique ». Il ne s'agit pas d'un obstacle matériel. Il s'agit d'une limite intérieure que nous avons intégrée sans même nous en apercevoir. Ces faux plafonds prennent des formes très variées. Je ne suis pas créatif. Je ne suis pas fait pour parler en public. Les études ne sont pas pour moi. Je suis trop âgé pour changer de vie. Je suis trop jeune pour réussir. Les personnes comme moi n'y arrivent jamais. À première vue, ces phrases semblent décrire une réalité. En réalité, elles décrivent souvent une interprétation. La différence est essentielle. Prenons l'exemple d'un enfant qui tente de dessiner.
Son premier dessin est maladroit. Si un adulte lui dit avec bienveillance « Continue, tu vas progresser », l'enfant comprend que la compétence s'acquiert. Mais si, au contraire, il entend « Tu n'es vraiment pas doué », il risque d'associer son résultat provisoire à une identité permanente. Quelques années plus tard, devenu adulte, il dira peut-être « Je ne sais pas dessiner ». Pourtant, ce qu'il exprime n'est pas une vérité universelle. C'est le souvenir transformé d'une expérience ancienne. Ainsi naissent de nombreuses limites. Non parce qu'elles sont inscrites dans notre nature, mais parce qu'elles ont été répétées suffisamment longtemps pour devenir familières. Le plus remarquable est que ces faux plafonds fonctionnent souvent de manière invisible. Nous ne les remettons pas en question. Nous construisons notre vie autour d'eux. Nous choisissons nos études, notre profession, nos relations, nos projets, nos rêves. Sans jamais nous demander si ces frontières existent réellement. Or, chaque fois qu'une personne dépasse une limite que tout le monde croyait définitive, elle démontre que cette frontière était peut-être moins solide qu'elle n'en avait l'air. L'histoire humaine est remplie de ces moments. Il nous rappelle une vérité fondamentale. Nos certitudes méritent parfois d'être examinées avec autant de rigueur que nos connaissances. Les expériences qui révèlent le pouvoir des croyances. La psychologie a mis en évidence un phénomène fascinant, ce que nous croyons influence souvent notre manière d'agir, parfois sans que nous en ayons conscience. L'un des exemples les plus connus est l'effet placebo. Depuis des décennies, les chercheurs observent qu'une personne peut parfois ressentir une amélioration de certains symptômes après avoir reçu un traitement dépourvu de principes actifs, simplement parce qu'elle est convaincue d'avoir reçu un véritable médicament. Cela ne signifie pas que les maladies sont imaginaires ni que la pensée remplace les traitements médicaux. En revanche, cela montre que nos attentes peuvent influencer notre perception de la douleur, du stress ou du bien-être. À l'inverse, les chercheurs décrivent également l'effet nocebo. Lorsqu'une personne est persuadée qu'un événement aura des conséquences négatives, cette attente peut parfois amplifier son inconfort, son anxiété ou certains symptômes. Notre cerveau ne réagit donc pas uniquement aux événements. Il réagit aussi au sens qu'il leur attribue. Un autre phénomène bien documenté concerne ce que les psychologues appellent les prophéties autoréalisatrices. Imaginons un enseignant persuadé qu'un élève possède un fort potentiel. Sans s'en rendre compte, il lui accordera souvent davantage d'attention, d'encouragement et d'occasion de progresser. L'élève, percevant cette confiance, développera progressivement une meilleure estime de lui-même. Ses résultats pourront alors s'améliorer. La croyance initiale n'a pas créé le talent, mais elle a favorisé les conditions permettant à ce talent de s'exprimer. Ce mécanisme fonctionne également dans notre dialogue intérieur. Lorsque nous nous répétons constamment que nous allons échouer, nous devenons plus hésitants. Nous préparons moins soigneusement nos projets. Nous abandonnons plus rapidement face aux difficultés. Nos comportements finissent alors par produire précisément les résultats que nous redoutions. Ce n'est pas la pensée qui crée directement l'échec. C'est la chaîne de décisions, d'émotions et d'actions qu'elle influence. À l'inverse, une croyance réaliste et constructive peut encourager l'apprentissage, la persévérance et l'ouverture aux opportunités. Ces recherches nous invitent à une réflexion essentielle. Nos croyances ne modifient pas magiquement le monde. Elles modifient souvent notre manière d'habiter ce monde. Et cette différence peut transformer profondément le cours d'une existence. À travers les siècles, les grands explorateurs, les inventeurs, les artistes et les scientifiques ont souvent partagé une caractéristique commune, ils ont accepté de remettre en question ce que leur époque considérait comme impossible. Ils n'étaient pas exempts de peur. Ils n'étaient pas certains de réussir. Mais ils refusaient de confondre les limites de leur connaissance avec les limites de la réalité. C'est précisément cette attitude intérieure qui ouvre la porte à l'innovation, au progrès et à la découverte. Chapitre 4. Dépasser le dialogue intérieur.
La voix critique. Presque chacun connaît cette voix. Elle apparaît souvent dans les moments importants. Avant un examen, avant un entretien, avant une prise de parole, avant un nouveau projet. Elle murmure parfois avec douceur, et parfois avec une étonnante brutalité. Tu vas échouer, tu n'es pas prêt, tu n'es pas assez intelligent, les autres sont meilleurs que toi, tu vas te ridiculiser, n'essaie même pas. À force de l'entendre, beaucoup finissent par croire qu'elle dit la vérité. Pourtant, cette voix n'est pas un juge impartial. Elle est souvent le produit de nos expériences passées, de nos blessures, de nos peurs et des messages reçus tout au long de notre vie. Elle cherche rarement à nous détruire. Son intention est souvent de nous protéger. Elle préfère empêcher une tentative plutôt que de risquer un échec. Elle préfère éviter une déception plutôt que d'encourager une aventure incertaine. Autrement dit, cette voix agit comme un gardien excessivement prudent. Elle confond sécurité et immobilité. Elle croit que l'absence de risque garantit le bonheur. Mais vivre sans risque revient souvent à renoncer à grandir. Chaque fois que nous cédons systématiquement à cette voix, notre monde devient un peu plus petit. Nous refusons une rencontre, nous abandonnons un projet, nous reportons une décision, nous évitons une expérience. Peu à peu, notre vie s'organise autour de ce que nous n'osons plus faire. Pour retrouver notre liberté, il ne s'agit pas de faire taire brutalement cette voix. Elle réapparaîtrait aussitôt. Il s'agit plutôt d'apprendre à dialoguer avec elle. Lorsqu'elle affirme « tu n'y arriveras jamais », nous pouvons répondre calmement « peut-être ». Mais comment le sais-tu? Lorsqu'elle dit « tu vas échouer », nous pouvons lui demander « et si j'apprenais quelque chose d'important ?» Peu à peu, cette voix perd son caractère absolu. Elle devient une opinion parmi d'autres. Et nous découvrons que nous possédons la liberté de choisir celle que nous souhaitons écouter. L'ego, un serviteur utile, un maître dangereux. Le mot « ego » est souvent mal compris. Certaines traditions philosophiques et spirituelles le présentent comme un ennemi à combattre. D'autres le considèrent comme une dimension normale de la personnalité. En réalité, l'ego n'est ni bon ni mauvais en lui-même. Il constitue cette partie de nous qui construit notre identité. Il nous permet de dire « je suis ». Il organise notre mémoire. Il protège notre cohérence. Il nous aide à fonctionner dans le monde. Sans lui, il serait difficile de prendre des décisions ou d'assumer des responsabilités. Mais l'ego devient problématique lorsqu'il croit être toute notre identité. Il cherche alors constamment à se défendre, à avoir raison, à contrôler, à être reconnu, à prouver sa valeur, à éviter toute remise en question. Il interprète parfois une critique comme une menace, un désaccord comme une attaque, un succès des autres comme une diminution de sa propre importance. Ainsi naissent de nombreux conflits. Non parce que les personnes sont fondamentalement opposées, mais parce que leurs égos cherchent chacun à protéger une image d'eux-mêmes. Plus notre identité repose uniquement sur cette image, plus nous devenons vulnérables. Le moindre échec nous semble insupportable. La moindre remarque nous blesse. La moindre comparaison nous déstabilise. À l'inverse, lorsque nous comprenons que notre valeur ne dépend pas uniquement de nos performances, de notre statut ou du regard des autres, un espace de paix apparaît. Nous pouvons apprendre. Nous pouvons reconnaître nos erreurs. Nous pouvons changer d'avis sans avoir l'impression de perdre notre dignité. Cette souplesse intérieure constitue l'une des plus grandes formes de liberté. Elle ne détruit pas l'ego. Elle lui redonne simplement sa juste place. L'ego devient alors un excellent serviteur. Mais il cesse d'être le maître de notre existence. Chapitre 5. L'imagination, la véritable liberté. L'imagination est le seul territoire où aucun mur ne peut être construit.
Tant que l'esprit est libre de créer, l'être humain possède déjà un espace où tout peut commencer. Fermez les yeux pendant quelques instants. Imaginez un lever de soleil sur une montagne. Le ciel passe lentement du bleu profond à des nuances d'or et de pourpre. Vous sentez l'air frais sur votre visage. Vous entendez le chant discret des oiseaux. Vous percevez le parfum des arbres après une pluie légère. Pendant quelques secondes, cette scène n'existe que dans votre esprit. Et pourtant, elle paraît presque réelle. Votre respiration peut se ralentir. Votre visage peut se détendre. Vos émotions peuvent changer. Aucun paysage n'est apparu devant vous. Aucune montagne ne s'est matérialisée. Pourtant, quelque chose s'est produit. Votre imagination a créé une expérience intérieure. Voilà l'un des pouvoirs les plus extraordinaires de l'esprit humain. Nous sommes capables de voyager sans bouger. De créer avant de construire. D'explorer avant d'agir. D'apprendre avant d'expérimenter. L'imagination est bien davantage qu'un simple divertissement réservé aux artistes ou aux enfants. Elle constitue l'un des moteurs essentiels de l'évolution humaine. Sans elle, aucune invention n'aurait vu le jour. Aucune œuvre d'art n'aurait été créée. Aucune découverte scientifique n'aurait commencé. Avant toute réalisation extérieure existe toujours une représentation intérieure. Chaque maison a d'abord été un dessin. Chaque livre a commencé par une idée. Chaque symphonie a d'abord résonné dans le silence d'un esprit. Chaque progrès de l'humanité est né d'une personne capable d'imaginer une réalité différente de celle qui existait. L'imagination est donc la première expression de notre liberté intérieure. Personne ne peut empêcher un être humain d'imaginer un monde meilleur. Personne ne peut interdire à un enfant de rêver. Personne ne peut enfermer totalement un esprit qui continue de créer. Même dans les périodes les plus difficiles de l'histoire, certains hommes et certaines femmes ont conservé cette liberté intérieure. Leur imagination leur permettait de garder vivante l'espérance, de préparer l'avenir et de ne pas réduire leur existence aux circonstances présentes. C'est pourquoi l'imagination représente bien plus qu'une faculté intellectuelle. Elle est une force de transformation. Le cerveau ne distingue pas toujours le réel de l'imaginaire. Pendant longtemps, on a considéré l'imagination comme une activité sans véritable conséquence sur le fonctionnement du cerveau. Les recherches en neurosciences ont progressivement montré une réalité plus subtile. Lorsque nous imaginons intensément une action ou une scène, plusieurs régions cérébrales semblables à celles mobilisées lors de l'expérience réelle peuvent s'activer. Bien sûr, imaginer courir un marathon ne remplace pas l'entraînement physique, et visualiser un morceau de musique ne revient pas à le jouer. Mais le cerveau traite souvent les représentations mentales comme des répétitions utiles pour préparer certaines actions. C'est précisément pour cette raison que de nombreux sportifs de haut niveau utilisent aujourd'hui la répétition mentale. Avant une compétition, ils ferment les yeux. Ils visualisent leurs mouvements. Ils ressentent le rythme de leur respiration. Ils imaginent les gestes techniques avec précision. Ils anticipent les difficultés. Ils répètent mentalement leurs enchaînements. Cette préparation n'élimine pas le besoin d'entraînement réel. Elle le complète, et elle aide le cerveau à renforcer les circuits associés aux gestes appris. Les musiciens utilisent également cette capacité. Les chirurgiens expérimentés préparent parfois mentalement une intervention complexe. Les pilotes répètent certaines procédures dans leur esprit. Les conférenciers visualisent le déroulement de leur présentation. Dans chacun de ces exemples, l'imagination devient une répétition consciente. Elle prépare le cerveau à agir avec davantage de confiance et de précision. Mais ce mécanisme fonctionne aussi dans l'autre sens. Lorsque nous imaginons sans cesse des catastrophes, des humiliations ou des échecs, notre corps peut réagir comme si ces scénarios étaient imminents. Le cœur accélère, les muscles se contractent, la respiration devient plus courte, et l'inquiétude augmente. Pourtant,
rien ne s'est encore produit. Notre imagination influence déjà notre état intérieur. Voilà pourquoi il est si important de prendre conscience des images que nous entretenons chaque jour. Nous utilisons tous notre imagination. La véritable question est donc la suivante. La mettons-nous au service de notre croissance ou de nos inquiétudes? L'imagination créatrice. Regardez autour de vous. Chaque objet qui vous entoure a commencé dans l'esprit de quelqu'un. La chaise sur laquelle vous êtes assis. Le livre que vous tenez entre les mains. L'ordinateur devant vous. La maison dans laquelle vous vivez. Le téléphone que vous utilisez. À une époque, aucun de ces objets n'existait. Ils étaient invisibles. Ils n'étaient présents que dans l'imagination de leur créateur. Cette observation nous révèle une vérité profonde. L'imagination est le laboratoire de l'avenir. Elle permet d'explorer des possibilités avant qu'elles deviennent des réalités. Elle donne naissance aux questions qui font progresser la science. Elle inspire les artistes. Elle guide les architectes. Elle accompagne les chercheurs. Elle nourrit les entrepreneurs. Mais elle agit également dans notre vie quotidienne. Chaque fois que nous imaginons une nouvelle manière de résoudre un problème, nous faisons preuve de créativité. Chaque fois que nous envisageons une autre façon d'éduquer un enfant, d'aider un proche, d'organiser notre travail ou de surmonter une difficulté, nous utilisons cette faculté extraordinaire. L'imagination ne consiste donc pas uniquement à inventer des mondes fantastiques. Elle consiste à découvrir des possibilités encore invisibles. C'est précisément ce qui distingue souvent les personnes qui transforment leur existence. Face à une difficulté, elles ne demandent pas uniquement « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Elles se demandent aussi « Que puis-je créer à partir de cette situation ?» Cette simple question ouvre un horizon immense. Elle transforme progressivement la victime des circonstances en acteur de sa propre vie. Bien entendu, imaginer ne suffit pas. Les idées ont besoin d'être confrontées à la réalité. Elles demandent du travail, de l'apprentissage, des ajustements, de la patience et parfois de nombreux essais. L'imagination n'est pas une substitution à l'action. Elle en est souvent le point de départ. Sans vision, l'action tourne en rond. Sans action, la vision reste un rêve. Lorsque les deux avancent ensemble, elles deviennent une formidable force de création. C'est ainsi que naissent les grandes œuvres, les grandes découvertes et les profondes transformations personnelles. La liberté intérieure consiste précisément à conserver cette capacité de voir plus loin que les circonstances présentes, sans nier la réalité, mais en refusant de croire qu'elle est figée. L'imagination nous rappelle que ce qui n'existe pas encore aujourd'hui peut devenir possible demain, à condition d'avoir le courage de le concevoir, puis la persévérance de lui donner forme. Chapitre 6. Pensée sans limite. Ce ne sont pas les limites du monde qui déterminent notre avenir. Ce sont souvent les limites que nous acceptons dans notre manière de penser. Lorsque nous observons l'histoire de l'humanité, un fait remarquable apparaît. Chaque époque a été convaincue d'avoir atteint les frontières du possible. À un moment de l'histoire, certains affirmaient que l'être humain ne pourrait jamais voler. D'autres étaient persuadés qu'il serait impossible de communiquer instantanément d'un continent à l'autre. On pensait également que certaines maladies resteraient incurables, que certaines montagnes ne pourraient jamais être gravies ou que certains océans demeureraient infranchissables. Puis, un jour, quelqu'un osa imaginer une autre possibilité. Non pas parce qu'il ignorait les difficultés, mais parce qu'il refusait de considérer les connaissances du moment comme les limites définitives de la réalité. Ainsi commence chaque progrès. Il n'est rarement d'une certitude. Il commence par une question. Et si? 2 mots seulement. 2 mots capables de transformer le destin d'une personne, d'une entreprise, d'une civilisation ou parfois de l'humanité tout entière. Et si je pouvais apprendre? Et si une autre solution existait?
Et si ce problème pouvait être résolu autrement? Et si je me trompais sur mes propres limites? Toutes les grandes découvertes commencent ainsi. Par une curiosité plus forte que la peur. Par une imagination plus vaste que les habitudes. Par une pensée qui refuse de s'enfermer dans ce qui paraît évident. Penser sans limite ne signifie pas nier la réalité. Cela signifie refuser de considérer l'état actuel des choses comme une vérité immuable. La réalité évolue. Les connaissances évoluent. Les êtres humains évoluent. Pourquoi notre manière de penser resterait-elle figée? L'esprit libre est celui qui demeure capable d'apprendre. Il accepte que ses certitudes puissent être incomplètes. Il comprend que chaque réponse ouvre souvent la porte à une nouvelle question. Cette attitude n'est pas un signe de faiblesse. Elle est au contraire la marque d'une intelligence en mouvement. Sortir des schémas habituels. Notre cerveau aime les habitudes. Elles économisent de l'énergie. Lorsque nous avons appris à marcher, à conduire une voiture ou à lire, certaines actions sont progressivement devenues automatiques. Grâce à ces automatismes, notre esprit peut consacrer son attention à d'autres tâches. Cette capacité est indispensable. Mais elle possède également un revers. À force de répéter les mêmes manières de penser, nous cessons parfois d'envisager d'autres possibilités. Nous empruntons toujours les mêmes chemins mentaux. Nous posons les mêmes questions. Nous donnons les mêmes réponses. Nous réagissons aux difficultés de façon prévisible. Nous croyons réfléchir librement alors que nous reproduisons souvent des modèles anciens. Imaginez une rivière. Pendant des siècles, l'eau suit exactement le même lit. Peu à peu, le passage devient de plus en plus profond. Il devient naturel. Pour créer un nouveau cours d'eau, il faut du temps. Il faut de la patience. Il faut accepter de sortir du trajet habituel. Notre cerveau fonctionne d'une manière comparable. Les pensées les plus fréquentes deviennent les plus faciles à produire. Les circuits neuronaux se renforcent avec la répétition. C'est pourquoi il est parfois difficile de changer de perspective. Non parce que nous en sommes incapables, mais parce que notre esprit préfère naturellement ce qui lui est familier. Sortir des schémas habituels demande donc un effort conscient. Il faut accepter d'explorer des idées qui paraissent étranges au premier abord. Il faut écouter des opinions différentes. Lire des ouvrages qui remettent en question nos habitudes. Rencontrer des personnes venues d'autres horizons. Voyager lorsque cela est possible. Observer sans juger immédiatement. Poser davantage de questions que de réponses. Cette ouverture ne signifie pas accepter toutes les idées. Elle signifie leur donner une chance d'être examinées avant de les rejeter. Un esprit qui reste curieux demeure vivant. Un esprit qui croit déjà tout savoir cesse progressivement d'apprendre. La curiosité constitue probablement l'une des plus grandes formes de liberté. Elle nous autorise à quitter les chemins déjà tracés. Elle nous invite à explorer des territoires inconnus. Et c'est souvent dans ces territoires que naissent les plus belles découvertes. Voir autrement. Deux personnes peuvent regarder exactement le même paysage. L'une remarquera uniquement les nuages. L'autre sera fascinée par la lumière. Aucune des deux ne ment. Chacune observe simplement une partie différente de la réalité. Il en est ainsi dans notre vie quotidienne. Nous ne percevons jamais le monde dans son ensemble. Notre cerveau sélectionne constamment les informations qu'il juge importantes. Il élimine une grande partie des détails, il simplifie, il interprète, et il complète parfois ce qu'il ne connaît pas. Autrement dit, nous ne voyons pas seulement avec nos yeux. Nous voyons aussi avec notre histoire, nos expériences, nos croyances, nos émotions, nos attentes. Cette manière de fonctionner est utile. Sans elle, notre cerveau serait rapidement submergé par la quantité d'informations qu'il reçoit chaque seconde. Mais elle comporte également un risque.
Nous pouvons finir par croire que notre point de vue est le seul possible. Or, chaque changement important dans une existence commence souvent par un changement de regard. Prenons un exemple. Une porte fermée peut être perçue comme un obstacle, ou comme une invitation à chercher une autre entrée. Un échec peut sembler être une fin, ou devenir le début d'un apprentissage. Une critique peut être vécue comme une attaque, ou comme une occasion de progresser. Le fait extérieur reste identique. Le sens que nous lui donnons change. Cette capacité à voir autrement constitue l'une des plus grandes ressources de l'être humain. Elle ne supprime pas les difficultés. Elle transforme notre manière de les rencontrer. Les personnes les plus créatives ne disposent pas nécessairement d'une intelligence supérieure. Elles possèdent souvent une aptitude particulière. Elles regardent ce que tout le monde voit. Puis elles se demandent, existe-t-il une autre façon de comprendre cette situation ? Cette question ouvre un espace immense. Elle libère l'imagination. Elle stimule la réflexion. Elle permet de découvrir des solutions invisibles pour celui qui reste prisonnier d'un seul point de vue. Chaque fois que nous acceptons de changer d'angle, notre monde s'agrandit. Et lorsque notre monde intérieur s'agrandit, nos possibilités commencent elles aussi à se multiplier. C'est pourquoi apprendre à penser sans limite ne consiste pas à nier les contraintes réelles. Il s'agit d'éviter qu'une seule manière de regarder les choses devienne notre unique manière de vivre. Car le véritable contraire de la liberté n'est pas seulement l'enfermement. C'est l'incapacité à imaginer qu'une autre voie puisse exister. Chapitre 7. Les émotions libèrent ou emprisonnent. Nous ne vivons pas seulement dans le monde de nos pensées. Nous vivons également dans le monde de nos émotions. Et très souvent, ce sont elles qui donnent aux pensées leur véritable pouvoir. Depuis le début de ce livre, nous avons exploré l'univers de la pensée. Nous avons découvert que nos croyances influencent notre perception de la réalité, que notre imagination peut ouvrir des horizons nouveaux et que notre dialogue intérieur peut devenir une source de liberté ou, au contraire, une prison invisible. Mais il manque encore une pièce essentielle du puzzle. Cette pièce, ce sont nos émotions. Une pensée seule est souvent fragile. Une pensée accompagnée d'une émotion devient beaucoup plus puissante. Imaginez deux personnes qui prononcent exactement la même phrase, « je vais réussir ». La première la répète mécaniquement, sans vraiment y croire. La seconde ressent profondément de la confiance, de l'enthousiasme et de la détermination. Les mots sont identiques. L'énergie intérieure est totalement différente. Les émotions donnent de la force à nos pensées. Elles influencent notre mémoire. Elles orientent notre attention. Elles modifient nos décisions. Elles préparent notre corps à agir. Elles colorent chaque expérience de notre existence. C'est pourquoi il est impossible de comprendre la liberté intérieure sans comprendre le fonctionnement des émotions. Pendant longtemps, certaines philosophies ont présenté les émotions comme des ennemis de la raison. Aujourd'hui, la psychologie et les neurosciences proposent une vision plus nuancée. Les émotions ne sont pas des erreurs du cerveau. Elles sont des signaux. Elles nous renseignent sur ce que nous percevons comme important. Elles attirent notre attention sur un danger, une perte, une injustice, une réussite, un lien affectif ou un besoin. Le problème n'est donc pas d'éprouver des émotions. Le véritable défi consiste à apprendre à les reconnaître, à les comprendre et à les réguler, sans qu'elles prennent entièrement le contrôle de notre comportement. Une émotion n'est pas une faiblesse. Elle est un message. Mais un message n'est pas un ordre. Nous pouvons l'écouter sans être obligés de lui obéir aveuglément. C'est précisément dans cet espace que grandit notre liberté. Les émotions négatives, des messagères, pas des ennemis. Le langage courant parle souvent d'émotions positives et d'émotions négatives. Cette distinction est pratique, mais elle peut être trompeuse. La peur nous avertit parfois d'un danger réel.
La tristesse accompagne une perte et favorise parfois le besoin de soutien. La colère peut signaler qu'une limite importante a été franchie. La culpabilité peut nous inviter à réparer une faute lorsque nous avons réellement blessé quelqu'un. Ces émotions ne sont donc pas mauvaises en elles-mêmes. Elles deviennent problématiques lorsqu'elles s'installent durablement, lorsqu'elles sont disproportionnées ou lorsqu'elles dirigent toutes nos décisions. Imaginez le tableau de bord d'une voiture. Lorsqu'un voyant lumineux s'allume, il ne constitue pas le problème. Il indique qu'il faut vérifier quelque chose. Nous ne cassons pas le voyant. Nous cherchons la cause. Les émotions fonctionnent de manière comparable. Elles attirent notre attention. Elles signalent un besoin, une inquiétude ou un conflit intérieur. Lorsque nous les ignorons complètement, elles reviennent souvent avec davantage d'intensité. Lorsque nous les accueillons avec curiosité, elles deviennent plus faciles à comprendre. La liberté émotionnelle ne consiste donc pas à supprimer les émotions difficiles. Elle consiste à ne plus être prisonnier de leur domination. Nous pouvons ressentir de la peur sans renoncer à agir. Nous pouvons éprouver de la colère sans devenir violents. Nous pouvons vivre une tristesse profonde sans perdre définitivement l'espérance. Nos émotions font partie de nous. Mais elles ne définissent pas entièrement qui nous sommes. La peur, la gardienne de notre survie. Parmi toutes les émotions humaines, la peur est probablement la plus ancienne. Grâce à elle, nos ancêtres ont appris à éviter certains dangers, à protéger leurs proches et à survivre dans des environnements parfois hostiles. Sans la peur, l'humanité aurait sans doute disparu depuis longtemps. Cette émotion possède donc une fonction essentielle. Elle nous prépare à réagir rapidement lorsqu'une menace réelle apparaît. Le cœur accélère, les muscles se tendent, la respiration change, et le cerveau concentre son attention sur ce qui semble dangereux. Toutes ces réactions sont remarquablement efficaces lorsqu'il faut éviter un accident ou faire face à un risque immédiat. Cependant, notre cerveau moderne utilise parfois ce même système dans des situations qui ne menacent pas directement notre survie. Un entretien d'embauche. Une prise de parole. Une rencontre importante. Un changement professionnel. Un nouveau projet. Notre corps peut réagir comme s'il affrontait un danger vital, alors que le véritable enjeu est souvent social, émotionnel ou symbolique. La peur commence alors à limiter notre liberté. Elle ne nous protège plus. Elle nous immobilise. Nous remettons nos rêves à plus tard. Nous évitons certaines conversations. Nous refusons des opportunités. Nous préférons rester dans une situation insatisfaisante plutôt que d'affronter l'inconnu. Pourtant, le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage consiste à avancer malgré elle. Toutes les personnes qui ont accompli de grandes choses ont connu la peur. Les explorateurs, les artistes, les scientifiques, les entrepreneurs, les éducateurs, les parents, les citoyens ordinaires confrontés à des choix difficiles. Ils n'ont pas attendu que la peur disparaisse. Ils ont appris à ne plus lui confier la direction de leur vie. La peur devient alors une conseillère. Elle cesse d'être un tyran. Chapitre 8. Créer une vie intérieure infinie. La plus grande œuvre qu'un être humain puisse accomplir n'est pas seulement de transformer le monde qui l'entoure. C'est de construire un monde intérieur si vaste qu'aucune circonstance ne puisse lui enlever sa paix, sa confiance et sa capacité de créer. Depuis le début de ce livre, nous avons parcouru un long chemin. Nous avons découvert que les limites les plus puissantes ne sont pas toujours visibles. Nous avons compris que les croyances façonnent notre perception de la réalité. Nous avons appris que les pensées orientent nos décisions, que les émotions leur donnent de la force et que l'imagination ouvre des possibilités nouvelles. Mais une question demeure. Comment faire en sorte que ces découvertes ne restent pas seulement des idées inspirantes ? Comment transformer cette compréhension en une manière de vivre ? La réponse est simple dans son principe, mais profonde dans sa pratique.
Par les habitudes. Notre existence n'est pas déterminée uniquement par les grandes décisions que nous prenons une ou deux fois dans notre vie. Elle est surtout construite par les petits gestes que nous répétons chaque jour. Quelques minutes de lecture, une pensée entretenue, une émotion cultivée, une parole prononcée, une manière de regarder les autres, une façon de répondre aux difficultés. Jour après jour, ces petits choix deviennent notre caractère. Notre caractère influence nos décisions. Et nos décisions orientent notre destinée. C'est pourquoi une vie intérieure infinie ne se construit pas en une journée. Elle se façonne patiemment, comme un jardin que l'on entretient avec régularité. Chaque pensée bienveillante est une graine. Chaque acte conscient est une nouvelle racine. Chaque instant de présence nourrit une terre intérieure plus fertile. Au fil du temps, ce jardin devient un refuge. Un lieu où les tempêtes extérieures peuvent souffler sans détruire notre équilibre profond. Créer une vie intérieure infinie ne signifie pas vivre à l'écart du monde. Cela signifie porter en soi un espace de liberté qui nous accompagne partout. Les habitudes mentales. Nous parlons souvent des habitudes physiques. Faire de l'exercice. Bien dormir. Manger sainement. Organiser son temps. Toutes ces habitudes sont importantes. Mais il existe un autre type d'habitude, beaucoup plus discrète. Les habitudes mentales. Chaque matin, notre esprit adopte spontanément certaines directions. Certaines personnes commencent leur journée en cherchant immédiatement ce qui risque de mal se passer. D'autres commencent par remarquer ce qui est déjà présent de beau ou d'utile dans leur vie. Certaines voient principalement les obstacles. D'autres remarquent également les possibilités. Il ne s'agit pas d'optimisme naïf. Il s'agit d'un entraînement de l'attention. Car notre cerveau développe ce qu'il pratique le plus souvent. Si nous nourrissons constamment l'inquiétude, nous devenons experts dans l'art d'anticiper les problèmes. Si nous cultivons régulièrement la curiosité, nous développons progressivement une plus grande capacité à découvrir des solutions. Les habitudes mentales fonctionnent comme des sentiers dans une forêt. Au début, chaque passage est difficile. Puis, à force d'être emprunté, le chemin devient plus visible. Plus facile. Plus naturel. Notre cerveau agit de manière comparable. Les pensées répétées deviennent plus accessibles. C'est pourquoi transformer sa vie commence rarement par un bouleversement spectaculaire. Cela commence souvent par une pensée légèrement différente de celle d'hier. Puis une autre. Puis encore une autre. Avec le temps, cette répétition crée de nouveaux automatismes. Et ces automatismes construisent progressivement une nouvelle manière d'habiter le monde. La question essentielle n'est donc pas « À quoi ai-je pensé aujourd'hui ?» mais plutôt « À quoi est-ce que je choisis de revenir, encore et encore ?» Car ce retour répété finit par dessiner les contours de notre univers intérieur. Les affirmations, choisir consciemment les paroles que l'on nourrit. Depuis notre enfance, nous répétons intérieurement des milliers de phrases. Certaines nous encouragent. D'autres nous limitent. Sans même nous en apercevoir, nous entretenons parfois un discours sévère envers nous-mêmes. Je n'y arriverai jamais. Je suis toujours en retard. Je ne suis pas fait pour cela. Je manque de courage. À force d'être répétées, ces phrases finissent par influencer notre comportement. Les affirmations consistent à remplacer progressivement ce dialogue automatique par des formulations plus justes, plus constructives et plus réalistes. Il ne s'agit pas de se convaincre que tout est facile. Il ne s'agit pas de nier les difficultés. Une affirmation efficace ne consiste pas à affirmer l'impossible. Elle consiste à orienter notre attention vers une possibilité crédible et mobilisatrice. Par exemple, j'apprends chaque jour. Je peux progresser avec de la pratique. Je suis capable de faire un pas de plus. Je peux répondre à cette difficulté avec calme. Je choisis de développer la confiance plutôt que le découragement.
Ces paroles ne changent pas instantanément la réalité. En revanche, elles modifient progressivement notre disposition intérieure. Elles influencent les décisions que nous prenons. Elles renforcent notre persévérance. Elles nous rappellent que notre identité n'est jamais totalement figée. Les affirmations les plus puissantes ne sont pas nécessairement les plus spectaculaires. Ce sont celles que nous pouvons répéter avec sincérité. Celles qui ouvrent un espace de croissance. Celles qui deviennent, peu à peu, une nouvelle manière de penser. Les visualisations, préparer l'esprit à l'action. Imaginez un navigateur qui prépare une longue traversée. Avant même de quitter le port, il étudie sa route. Il observe les cartes. Il anticipe les tempêtes. Il imagine les étapes du voyage. Cette préparation mentale augmente ses chances d'agir avec lucidité lorsque les difficultés apparaîtront. La visualisation fonctionne selon un principe comparable. Elle consiste à représenter mentalement une situation importante avant qu'elle ne se produise. Un étudiant peut imaginer son examen en restant calme. Un musicien peut se représenter son concert. Un sportif peut répéter mentalement ses gestes. Une personne peut visualiser une conversation difficile avec davantage de sérénité. Cette pratique ne remplace jamais le travail réel. Elle ne dispense ni de l'entraînement, ni de l'étude, ni de l'action. En revanche, elle prépare l'esprit à répondre avec plus de confiance. Elle réduit parfois l'effet de surprise. Elle renforce le sentiment de familiarité. Elle aide à orienter notre attention vers ce que nous souhaitons accomplir plutôt que vers ce que nous redoutons. L'imagination devient alors une alliée de l'action. Elle cesse d'être un lieu où grandissent uniquement les inquiétudes. Elle devient un espace où mûrissent les projets. Une vie intérieure infinie ne consiste pas à fuir le réel. Elle consiste à préparer intérieurement la personne que nous souhaitons devenir afin qu'elle puisse agir avec davantage de lucidité, de courage et de sagesse lorsque le moment sera venu. Conclusion. La liberté commence toujours dans la pensée. Il existe un lieu que personne ne peut conquérir, acheter, détruire ou emprisonner. Ce lieu est l'espace intérieur où naissent nos pensées, nos choix, notre conscience et notre capacité de donner un sens à notre vie. C'est là que commence la véritable liberté. Nous arrivons au terme de ce voyage. Peut-être avez-vous commencé ce livre avec des questions. Peut-être cherchiez-vous une réponse. Ou peut-être simplement une source d'inspiration. Quelle qu'ait été votre motivation, une chose est certaine. Vous n'êtes plus exactement la même personne qu'au début de cette lecture. Car chaque idée sincèrement accueillie transforme légèrement celui qui la reçoit. Une pensée nouvelle ouvre une possibilité nouvelle. Une compréhension plus profonde modifie notre regard. Et lorsque notre regard change, notre manière de vivre commence déjà à évoluer. Depuis les premières pages, nous avons exploré un territoire que personne ne peut voir avec les yeux. Le territoire de l'esprit. Nous avons découvert que les plus grandes prisons ne possèdent pas toujours des murs. Elles sont parfois faites de croyances héritées, de peurs anciennes, d'habitudes mentales, de jugements répétés, de dialogues intérieurs devenus automatiques. Nous avons également compris que ces prisons ne sont pas toujours définitives. Car tout ce qui a été construit dans l'esprit peut être observé. Et ce qui peut être observé peut aussi être transformé. Cette vérité est profondément libératrice. Elle ne promet pas une existence parfaite. Elle nous rappelle simplement que nous possédons un pouvoir souvent sous-estimé. Le pouvoir de choisir la manière dont nous habitons notre monde intérieur. Rien ne peut emprisonner un esprit libre. L'histoire de l'humanité offre d'innombrables exemples de personnes privées de leur liberté extérieure. Certaines ont connu l'exil. D'autres la maladie. D'autres encore la pauvreté, l'injustice ou la captivité. Et pourtant, beaucoup ont témoigné d'une étonnante liberté intérieure. Pourquoi ?
Parce qu'elles avaient découvert une vérité essentielle. On peut limiter les mouvements d'un corps. On peut imposer des contraintes à une existence. Mais il demeure toujours un espace où l'être humain conserve une part de liberté, sa manière de penser, d'aimer, d'espérer, de créer et de répondre aux événements. Les circonstances changent. L'une des grandes illusions de notre esprit consiste à croire que les situations présentes dureront toujours. Lorsque nous souffrons, nous avons parfois l'impression que cette souffrance sera éternelle. Lorsque nous réussissons, nous croyons parfois que rien ne pourra changer. Pourtant, toute l'histoire de la vie nous enseigne l'inverse. Les saisons se succèdent. Les océans montent et redescendent. Les civilisations naissent puis se transforment. Les enfants deviennent adultes. Les blessures cicatrisent. Les connaissances évoluent. Les sociétés changent. Et nous changeons avec elles. L'impermanence n'est pas une faiblesse du monde. Elle est l'une de ses lois les plus profondes. Cette vérité nous invite à l'humilité. Mais elle nous offre aussi une immense espérance. Si les difficultés ne sont pas éternelles, alors chaque jour peut devenir le commencement d'une transformation. Une décision prise aujourd'hui peut modifier une vie entière. Une rencontre peut ouvrir un nouvel horizon. Une lecture peut éveiller une vocation. Une parole peut redonner confiance. Un pardon peut réconcilier des années de souffrance. Aucun être humain ne peut connaître avec certitude tout ce que l'avenir lui réserve. Mais chacun peut décider de la manière dont il avancera vers cet avenir. Et cette décision appartient toujours au présent. Les pensées créent. Au fil de ce livre, nous avons souvent évoqué la puissance des pensées. Il est important de bien comprendre ce qu'elles signifient. Les pensées ne sont pas une formule magique. Imaginer une réussite ne garantit pas qu'elle se produira. La vie demeure faite d'incertitudes, d'efforts, de rencontres, d'obstacles et parfois d'événements que nous ne maîtrisons pas. Cependant, les pensées influencent profondément notre manière d'agir. Elles orientent notre attention. Elles nourrissent notre motivation. Elles influencent notre persévérance. Elles modifient la qualité de nos relations. Elles déterminent souvent les risques que nous acceptons de prendre et les opportunités que nous remarquons. Autrement dit, elles participent activement à la création de notre expérience. Une pensée de peur répétée chaque jour peut rétrécir notre monde. Une pensée de confiance entretenue avec lucidité peut progressivement l'élargir. Une pensée de gratitude éclaire ce qui est déjà présent. Une pensée de curiosité ouvre de nouveaux chemins. Une pensée de compassion transforme parfois une relation entière. Nous devenons peu à peu ce que nous choisissons de nourrir. Chaque pensée est semblable à une goutte d'eau. Prise isolément, elle semble insignifiante. Mais des milliers de gouttes finissent par creuser la pierre. Il en est de même pour notre vie intérieure. Nos pensées quotidiennes sculptent lentement notre caractère. Et notre caractère influence notre destinée. La liberté est un choix quotidien. Nous imaginons parfois que la liberté est un événement exceptionnel. Un grand changement. Une décision spectaculaire. Une victoire définitive. En réalité, la liberté ressemble davantage à un chemin. Elle se construit dans les détails les plus simples de notre quotidien. Chaque matin, nous choisissons la première pensée que nous souhaitons nourrir. Chaque conversation nous offre l'occasion d'écouter avec davantage d'attention. Chaque difficulté nous invite à répondre avec plus de conscience qu'hier. Chaque erreur devient une possibilité d'apprendre. Chaque journée représente une nouvelle occasion d'exercer notre liberté intérieure. Personne ne réussit parfaitement cet apprentissage. Nous continuerons tous à connaître le doute. La peur reviendra parfois. La colère se manifestera encore. Les anciennes habitudes tenteront de reprendre leur place. Cela fait partie de l'expérience humaine. Une invitation à vivre pleinement.
Si vous ne deviez retenir qu'une seule idée de ce livre, que ce soit celle-ci. Votre vie intérieure est le premier espace de création de votre existence. Prenez en soin. Protégez-la. Nourrissez-la avec des lectures qui élèvent l'esprit. Avec des rencontres qui enrichissent le cœur. Avec des pensées qui ouvrent des possibilités. Avec des émotions qui favorisent la paix. Avec des actions qui donnent un sens à votre présence dans le monde. N'attendez pas que toutes les circonstances soient parfaites pour commencer à vivre. La perfection n'est pas le point de départ de la liberté. Le premier pas l'est. Osez apprendre. Osez changer d'avis. Osez reconnaître vos erreurs sans vous condamner. Osez rêver sans perdre le sens du réel. Osez créer. Osez aimer. Osez recommencer lorsque cela sera nécessaire. Chaque journée vous offre une page encore blanche. Vous ne contrôlez pas toujours les événements qui s'y écriront. Mais vous pouvez choisir l'esprit avec lequel vous les traverserez. Et ce choix, renouvelé jour après jour, possède une puissance extraordinaire. Peut-être ne transformerez-vous pas le monde entier. Mais vous pouvez transformer le monde que vous portez en vous. Et lorsqu'un être humain transforme son monde intérieur, il change inévitablement sa manière de parler, d'agir, de créer, d'aimer et de transmettre. C'est ainsi que les grandes transformations commencent. Silencieusement. Dans le secret d'une pensée. Puis dans une décision. Puis dans une action. Puis dans une habitude. Puis dans une vie. Alors, en refermant ce livre, ne considérez pas que le voyage est terminé. Considérez plutôt qu'il commence. La liberté intérieure et la pensée illimitée ne sont pas des destinations lointaines, réservées à quelques sages exceptionnels. Elles sont des possibilités inscrites en chacun de nous, accessibles à travers une pratique patiente et une attention régulière portée à notre propre esprit. Le chemin commence toujours ici, maintenant, avec le prochain souffle, la prochaine pensée que vous choisirez d'observer plutôt que de subir. Merci d'avoir pris ce temps pour ce voyage intérieur. Puissiez-vous, dans les jours et les années à venir, continuer à cultiver cet espace de liberté et d'ouverture qui, en définitive, ne dépend que de vous. La liberté intérieure et les pensées illimitées. Œuvre, secret et savoir, livre audio.